Quelle utilisation pour Angel Gomez au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi si tous les observateurs du championnat de France et de l'Olympique de Marseille ont été unanimes sur le gros coup qu'a réalisé l'OM pour son milieu de terrain avec la signature libre annoncée de l'international anglais? La question de son utilisation reste à savoir pour l'Olympique de Marseille. Je suis avec Samy aujourd'hui pour parler du rôle que l'international anglais pourrait avoir dans l'OM de Roberto De Zerbi. J'espère que tu vas bien, Samy. Samy, on n'a pas eu ta réaction sur la signature de Angel Gomez, tout d'abord sur la chaîne. Comment tu as réagi à la signature de l'international anglais et comment tu l'as accueilli? Forcément une signature pertinente parce qu'on sait que le marché des joueurs libres est très intéressant pour l'Olympique de Marseille. C'est également un joueur qui connaît le championnat. Il est sur 4 saisons en Ligue 1 et on est encore sur une recrue de Zerbi compatible au milieu de terrain. On en a eu, c'est peut-être le secteur où justement il y a eu le plus de joueurs qui sont compatibles avec le coach italien. Donc pour l'instant une continuité que je trouve pertinente. Une continuité pertinente. En tout cas, on va analyser le profil d'Angel Gomez, comme on l'a dit aujourd'hui, et notamment l'apport qu'il pourrait avoir dans cette équipe. Tu as pris quelques séquences. Juste avant que cette vidéo ne démarre, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour soutenir la chaîne, à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et puis on peut commencer du coup avec une présentation du portrait robot d'Angel Gomez qu'on commence à connaître en Ligue 1. Il est arrivé en 2020 à la suite de la fin de son contrat avec Manchester United. Il va fêter sa 25e année, son 25e anniversaire le 31 août prochain. 1m66, profil assez petit, international anglais, 4 sélections, dont notamment en novembre dernier ou en octobre dernier. Formé à Manchester United, il a commencé là-bas depuis le plus jeune âge. Je crois que c'est un des c'est un des plus jeunes Joueur à être joueurs entré en jeu. à être entré en jeu déjà, à avoir commencé aussi. Je crois qu'il a commencé à ses 6 ans. Énormément de records de précocité qu'il a battu, qui dataient des années 50. Le joueur le plus jeune à évoluer sous les couleurs de Manchester United. Premier joueur né après le 1er janvier 2000 à jouer en Première Ligue. Je crois qu'il a commencé en 2017 en professionnel. Saison un peu compliquée, la dernière saison avec le LOSC, où il est depuis 4 ans avec seulement 29% de participation aux 11 des départs. On est d'accord que c'est sa moins bonne saison depuis qu'il est rentré dans le groupe pro lillois. Oui, oui, très clairement. Jusqu'ici, il avait fait que des saisons pleines avec un rôle de titulaire indiscutable et notamment une polyvalence qui lui a permis de gagner cette place de titulaire. Après, il faut aussi tempérer cette dernière saison parce qu'il y a aussi un contexte notamment contractuel qui a fait que il a beaucoup moins joué. Mais voilà, c'est quand même un joueur qui reste sur des saisons pleines en Ligue 1 et au LOSC. Ouais, contexte contractuel parce que du coup Angel Gomez va s'engager libre à l'OM, il a terminé son contrat au 30 juin 2025, comme on l'a répété dans plusieurs vidéos. L'OM a battu Tottenham, visiblement Fulham et West Ham dans le dossier, certains parlent aussi de Manchester United. Angel Gomez est estimé à 20 millions d'euros, déjà on peut souligner que c'est un gros coup dans le sens où l'OM va récupérer une belle valeur marchande et un international anglais pour 20 millions d'euros. Alors pour rentrer dans des considérations un peu plus footballistiques que des fiches Transfermarkt, on voit déjà les premiers postes où il peut évoluer. On remarque que c'est un joueur qui est quand même assez polyvalent. Samy, on voit que c'est un joueur qui est milieu offensif de formation, numéro 10, mais qui peut également évoluer en tant que milieu. Ces dernières années, il s'est surtout reconverti dans le double pivot, notamment au Lost sous les ordres de Paulo Fonseca. Toi, quand t'as entendu le nom d'Angel Gomez, tu l'imaginais dans quel rôle? On sait que Roberto De Zerbi veut passer en 4-2-3-1. Alors oui, bah moi, le sentiment primitif que j'avais, c'était effectivement de le voir en position de 10 parce que c'est son poste de prédilection. Mais quand on fait un peu plus le focus sur bah, justement les dernières saisons en Ligue 1, on s'aperçoit que bah, finalement il a trouvé le poste qui lui va ravir dans le double pivot, notamment avec Fonseca, tu l'as dit. C'est un poste qui correspond beaucoup plus à ses qualités, à ce qu'il est capable de faire avec le ballon. Et donc c'est pour moi là où il va le plus être servir à l'OM. Alors ça veut pas dire qu'il va s'asseoir sur son poste de 10, il aura toujours cette polyvalence, mais je pense qu'on le fait surtout venir pour rentrer dans le double pivot, en position de numéro 1 bis, qui sera sûrement en concurrence avec le joueur qui sera titulaire à ce poste-là, Benasser ou un autre. Avant de justement s'intéresser davantage au profil de Angel Gomez, il faut surtout comprendre la pertinence de ce recrutement. Pourquoi l'OM recrute ce milieu de terrain? On pourrait imaginer que l'OM n'a pas besoin de recruter au milieu de terrain. Comme tu l'as dit, c'est le secteur où on a recruté le plus de top joueurs et peut-être ceux qui ont le plus performé l'été dernier. On peut penser notamment à Pierre-Emile Højbjerg qui sort d'une saison incroyable, même si certains ont tendance à la dévaloriser, ça reste quand même un joueur assez complet et qui a un apport incroyable au milieu de terrain. On peut également parler d'Adrien Rabiot qui a réalisé une excellente saison, même s'il a joué un peu plus haut que dans le double pivot. Également Valentin Rongier qui a fait un gros retour de blessure au mois de novembre et qui a complètement changé la face de l'équipe. Mais quand on regarde avec du recul, au niveau de la situation des milieux de terrain,
t'as quand même énormément de milieux dont l'avenir ou la consistance dans les performances peut poser question. Un Benacer, typiquement, il y a une négociation, on sait qu'actuellement il y a une négociation pour le conserver en prêt avec option d'achat. Est-ce que si tu le conserves en prêt, est-ce que c'est un joueur qui va jouer tous les 3 jours, quand on sait qu'il a eu des difficultés, notamment sur les 2 dernières années, à enchaîner les rencontres? Pareil pour Kondobia, on sait que De Zerbi veut le mettre au milieu de terrain, mais est-ce que ça va pas être plus intéressant de le sortir? Il y a aussi la problématique des blessures. Et puis Valentin Rongier, on sait qu'il y a une question au niveau du contrat qui se termine dans 1 an. Est-ce que c'est pas l'occasion pour l'OM de faire une belle vente? Et quand on regarde derrière, même pour la rotation de Rabiot, un Aminarit devrait s'en aller. Un Bilal Nadir, est-ce qu'on peut partir aujourd'hui avec Nadir en rotation milieu et rotation 10? C'est pas quelqu'un de plus lourd. Donc en fait, c'est un recrutement, quand on regarde l'effectif de l'Olympique de Marseille, qui fait plutôt sens. Ouais, c'est un recrutement qui était quasiment nécessaire. Ça n'a pas l'air quand on regarde des choses comme ça, mais quand on fait le focus comme tu viens de le faire, avec les éventuels partants, c'était quasiment nécessaire. Mais ce que je trouve surtout intéressant avec Angel Gomez, c'est que c'est quand même un joueur, hormis le contexte particulier de la saison dernière, c'est un joueur qui, dans le club précédent où il était, c'est un titulaire indiscutable. Exactement. Et là, il arrive à l'OM à 25 ans. Moi, je doute qu'il va se contenter d'une place de joueur de rotation. Il va Exactement. sûrement vouloir chercher plus. Il va pas vouloir passer de Lille titulaire à l'OM remplaçant. Et donc, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est clairement un joueur. On dit sur le papier qu'il sera dans la rotation, mais je pense que dans ses aspirations et dans ce qu'il recherchera, ça sera un joueur qui cherchera à être titulaire. Et donc, ça va forcément, et c'est pas qu'un poncif, pousser les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes et élever le niveau de la concurrence. Et c'est ce que je trouve intéressant. C'est pas seulement qu'un joueur de rotation. Parce que justement c'est un joueur qui était titulaire indiscutable dans un club qui est peut-être pas du même standing que l'OM, mais quand même un petit peu presque. On est quand même sur un concurrent en championnat. En direct sur les 5 dernières années. Il y a oui, voilà, on est est sur une équipe un peu du même niveau. Donc c'est ça que je trouve intéressant surtout. Ouais, tu t'as parlé de son importance au sein de l'effectif lillois, c'est surtout démontré sous les ordres de Paulo Fonseca. On voit 39 matchs disputés lors de la saison 2022-2023, 2923 minutes, donc c'est quasiment titulaire à tous les matchs, 2 buts, 6 passes décisives. En plus, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il a fait ses preuves dans une équipe de Ligue 1 qui me plaisait énormément. J'aimais beaucoup le l'os de Paulo Fonseca, je trouvais que c'était vraiment une équipe qui jouait très bien au ballon. Peut-être aussi un peu dans l'idée de ce que De Zerbi veut faire, hein. C'est un 4-2-3-1, c'est de la possession. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais on est plutôt sur des coachs proches. Si tu dois chercher les coachs qui sont les plus proches de Zerbi sur les 3-4 dernières années en Ligue 1, bon bah tu mettras Fonseca dans ta liste, et peut-être que tu le mettras premier ou deuxième. En tout cas, il est dans l'affiliation des entraîneurs qui prônent un football de possession, et qui ont, d'ailleurs, il est aussi passé par le Shakhtar, il est aussi passé par la Serie A. Et moi j'aimais beaucoup cette équipe et j'aimais beaucoup le profil d'Angel Gomez. Moi je l'ai découvert du coup lors de cette saison 2022-2023, lorsqu'il évoluait dans le double pivot. Parce qu'il avait un profil un peu atypique, tu vois, numéro 10 de formation qui joue double pivot. D'ailleurs, on a sa fiche Transfermarkt, au niveau de sa fiche Transfermarkt, on a ses positions au cours de cette saison. On remarque qu'il a été aligné 16 fois dans le double pivot, 15 fois en tant que milieu offensif, donc assez polyvalent. Également des matchs en tant que relayeur, on l'imagine côté gauche et côté droit dans un milieu à 3. Son rôle dans le double pivot a été assez intéressant cette saison-là, et il apportait par sa créativité, par son caractère technique, aux côtés d'un Benjamin André qui lui a plus un rôle de 6, de vrai milieu défensif. Cependant, la saison d'après, on l'a beaucoup plus vu un peu plus haut sur le terrain, soit dans un 4-3-3 en tant que relayeur, soit numéro 10, lors de la saison 23-24. Si on prend ces 2 saisons sous Paulo Fonseca, pour toi, laquelle a été la plus convaincante? On voit qu'il a fait 3400 minutes en 23-24. Moi, ce sera plutôt la saison 2022-2023, des matchs références contre des gros du championnat, à savoir Paris, Lyon, et surtout une saison où vraiment il s'est révélé pour la première fois dans ce poste de double pivot. Alors là aussi, double pivot, mais finalement pas tant que ça, parce que quand on dit double pivot, on pourrait penser à 2 joueurs du même profil, un peu comme ce qui se fait à l'OM actuellement, et c'est peut-être aussi notre faiblesse. Mais là, on avait vraiment un double pivot avec un gros travailleur, à savoir Benjamin André ou André Gomez, et justement André Gomez dans ce rôle, comme tu l'as dit, de meneur de jeu reculé, et qui lui était plus sur la partie de la créativité. Donc ouais, plutôt cette saison-là pour moi. Ouais, on le voit également, hein, quand tu parles de double pivot et que tu parles de différents profils dans le double pivot. Il est aligné aux côtés de Benjamin André la plupart du temps cette saison-là. On peut voir notamment un match face à Montpellier où il est particulièrement brillant. Dans ce registre-là, on a plutôt Benjamin André qui, lui, est plutôt le destructeur de l'animation offensive adverse, qui est plutôt vraiment le chien de garde devant la défense. Et Angel Gomez qui, lui, avait une certaine liberté au niveau des projections, notamment la possibilité de venir se projeter dans le demi-espace entre Bamba,
et Cabella pour venir apporter du soutien à David, et qui était vraiment dans un registre créateur, et André qui était destructeur. Alors, est-ce qu'on peut imaginer la même chose à l'Olympique de Marseille, même si on sait qu'un Pierre-Emile Højbjerg est un profil assez complet? André, ça reste aussi un profil qui a quand même pas mal de qualité pour un milieu de terrain en Ligue 1. On l'a également vu dans une configuration, comme tu l'as dit, en tant que numéro 10. À partir de 23-24, ça a été encore plus prononcé, surtout parce que Lille a recruté au poste de milieu de terrain. On voit un Nabil Bentaleb qui arrivait notamment du côté de la formation lilloise. Lui était donc vraiment en tant que 10, mais c'est vraiment souvent ce Lost-là se transformait parfois en 4-3-3, avec deux relayeurs du coup, Gomez qui jouait sur la même ligne que Bentaleb. Mais du coup, un 4-2-3-1, avec un jeu de possession, on a dit un jeu qui ressemble un peu à Roberto De Zerbi, et c'est ça qui va être pas mal, c'est qu'on a un joueur quand même qui est déjà un peu adapté à ce genre de style de jeu, et pour moi c'est ça aussi qui est très sympa avec Angel Gomez, c'est que tu as un international qui a des vraies qualités avec ballon, mais qui connaît le style de jeu dans lequel il va venir. C'est-à-dire que c'est pas un joueur qui a joué que dans des formations qui jouaient la transition. Non, on est vraiment sur un profil qui, pour moi, dans l'idée, 10 techniques, qui a joué énormément reculé, qui a notamment énormément joué dans un double pivot, qui ensuite a joué en tant que numéro 10 dans un 4-2-3-1. Quand on regardait les besoins qu'avait l'OM au milieu de terrain, franchement, on est sur un profil, j'ai pas envie de dire idéal, mais en tout cas, si tu dresses le prototype du profil de milieu de terrain et la polyvalence qu'il doit avoir dans ton effectif, t'es vraiment pas mal. En fait, c'est justement ça le problème qu'a rencontré l'OM cette saison, c'est que dans ce double pivot, t'avais sensiblement des joueurs un peu du même profil. Avant l'arrivée de Benasser, t'avais Højbjerg et Rongier, c'est quand même deux milieux de terrain très travailleurs. Alors Højbjerg est un peu plus complet, mais t'avais pas cette touche de créativité, et justement c'est ce que va t'apporter André Gomes. Peut-être parce que, par exemple, un joueur comme Højbjerg, qu'on voyait un peu moins tourné vers les tâches défensives que ce qu'il faisait à Tottenham, là on peut penser que il va peut-être retrouver un peu plus ce poste de ratisseur, de travailleur, et que la liberté sera donnée à André Gomes. Et donc c'est ça qui est intéressant, et pour moi c'était vraiment un manque à combler dans le double pivot. En tout cas, on a la hitmap d'Angel Gomez lors de la saison 22-23 qui s'affiche, et on voit clairement une prédominance des ballons touchés dans la zone d'un joueur qui pourrait évoluer dans un double pivot, mais également qui touche des ballons plus hauts, vu qu'il va se projeter énormément aux côtés d'un Benjamin André, comme on l'a dit, qui avait un rôle un peu plus défensif. Si on regarde la saison suivante, en 23-24, bon là, la zone est un peu plus complète au milieu de terrain, parce qu'il a évolué double pivot énormément en 10, et donc on est vraiment vraiment sur un milieu de terrain offensif, qui joue reculé, mais qui va briller par sa créativité, et c'est là où il va surtout avoir un apport au sein des équipes dans lesquelles il va évoluer. Samit a sélectionné quelques séquences tactiques pour analyser le profil d'Angel Gomez. Moi, je te propose quelques statistiques que j'ai choisies qui vont nous permettre de voir son apport. Moi, personnellement, c'est un profil que je trouve créatif, et c'est là où, pour moi, il va apporter vraiment quelque chose à l'Olympique de Marseille. C'est que, comme on l'a dit, c'est un numéro 10 qui est repositionné au milieu de terrain, et du coup, ça a quand même un certain impact sur l'apport qu'il va avoir avec ballon, notamment dans sa créativité, sa capacité à créer des occasions, et à faire la différence dans le premier tiers du terrain comme dans le deuxième et le troisième tiers. On peut commencer par ses statistiques de passes décisives, et on remarque que sur les 3 dernières saisons, depuis 2022, c'est quand même un joueur qui réalise beaucoup plus de passes décisives que les autres Olympiens. On peut voir un 14 passes décisives environ, quand on en est à 8-9 pour Pierre-Emile Højbjerg, qui en a fait quelques-unes avec Tottenham cette saison, plus que Benasser, quasiment le double de Benasser, un peu plus que Rabiot, qui est quand même un joueur qui s'est montré énormément décisif avec l'OM la saison passée, mais aussi avec la Juventus, beaucoup plus que Rongier, qui là, dans la créativité, a un apport beaucoup plus faible qu'Angel Gomez. Rongier, on est plus sur un récupérateur, et il a un peu justement cette difficulté à être créatif lors de la récupération du ballon. On peut comparer également les passes clés de ces joueurs-là. Là aussi, Angel Gomez est un joueur qui, dans une saison, réalise beaucoup plus de passes clés que les autres joueurs de l'Olympique de Marseille. Les stats d'Angel Gomez, on les a prises sur sa dernière saison complète, donc la saison 2023-2024, et elles sont comparées avec la saison 22-23 de Benasser, donc sa dernière saison complète, et la dernière saison de nos Olympiens. Voilà, on est sur un joueur qui tourne quand même à 85 passes clés dans une saison, et voilà, donc c'est supérieur à un Højbjerg qui en fait quand même pas mal, c'est supérieur à un Benasser, c'est supérieur à un Rabiot. Bon, l'élément où on peut contextualiser, c'est que lorsque t'es plus bas sur le terrain, c'est plus facile de faire des passes clés vers l'avant, mais du coup, si on compare avec Højbjerg, c'est un joueur qui en fait plus dans le double pivot, et puis Rabiot a joué plus haut cette saison, donc plus difficile de faire des passes clés lorsque t'es souvent dans les 30 derniers mètres. Mais en tout cas, on voit déjà que par la passe, et je pense que c'est ce qui est ressorti aussi du joueur que tu vois en Ligue 1 et de tes analyses lorsque tu as regardé des matchs, c'est vraiment là que va être son apport à Angel Gomez. C'est vraiment la créativité et les différences par la passe. Oui, totalement, les différences par la passe, et la capacité aussi à soulager son équipe justement par la passe pour ressortir les ballons. On sait qu'on a eu énormément ce débat-là cette saison avec Roberto De Zerbi à l'OM, et finalement tout ce que tu montres là par rapport à nos milieux de terrain, en fait ça montre qu'il vient compléter
ce qu'on a déjà en boutique. Donc pour moi, il y a une vraie, il y a une vraie complémentarité par rapport aux autres milieux de l'OM. Je dirais qu'André Gomez a un peu les qualités que nos milieux n'ont pas, même si c'est un peu osé de dire ça parce qu'on a quand même des milieux de très haut niveau. Mais moi, je trouve qu'il est complète vraiment sur ses qualités. Et pourtant, c'est un profil assez déséquilibré parce que là, on est que sur ses statistiques de passes, mais on va voir qu'il a quand même pas mal de défauts, Angel Gomez. Au niveau des passes progressives également, on est sur un milieu qui a plus de passes progressives que tous les joueurs de l'OM, sauf Pierre-Emile Højbjerg. Et Højbjerg est un des joueurs qui fait le plus de passes progressives en Europe, en tout cas sur la saison passée. Également au niveau des possessions progressives, donc vraiment un joueur qui permet de progresser sur le terrain. Je pense que c'est aussi ce qui en est ressorti, toi, de tes analyses lorsque tu as vu ces matchs, c'est qu'avec le ballon, en tout cas, il a un apport. Lorsqu'il a le ballon, il se passe un truc. C'est soit il fait une passe vers l'avant, il perd très rarement le ballon. C'est aussi une des qualités qu'on peut lui trouver, c'est que sous pression, il a cet apport qui est quand même assez considérable. Moi, c'est un joueur, quand je regarde ses matchs, même quand on regarde statistiquement, je crois qu'il est dans les premiers centimes sur les joueurs qui perdent le moins de possession, qui réalisent le moins de contrôles ratés, ce qui n'est pas le cas de tous nos Olympiens. Mais vraiment, l'apport d'Angel Gomez, ce qu'on peut noter, c'est qu'il va être avec ballon en premier instant et qu'on a un vrai joueur qui va être vraiment créatif. En plus des possessions progressives, on peut également parler des passes réussies. On a aussi un pourcentage qui est assez élevé. On sait que c'est important dans un jeu de possession de réussir ses passes parce que techniquement au milieu de terrain, en fait, il faut des profils qui sont adaptés et surtout dans le jeu, que ce soit sur la première phase de relance où l'OM cherche à attirer l'adversaire. C'est assez important. On peut également parler en termes de créativité des passes amenant un tir, que ce soit lorsqu'il évolue en tant que numéro 10 ou dans le double pivot. Il va souvent amener à la création d'occasions par la passe. On voit que c'est supérieur à peu près à tous les Olympiens, sauf Pierre-Emile Højbjerg. Encore une fois, Højbjerg, on le rappelle, mais c'est un joueur qui excelle dans ces domaines. Par contre, si on doit commencer à parler en termes de premiers défauts, et moi je pense que tu l'as remarqué, moi le premier défaut que je soulignerais, c'est quand même son rapport devant la cage et son efficacité. Moi je remarque que c'est un joueur, et ça ressort statistiquement aussi, qui est pas performant, on va dire, dans les 30 derniers mètres. Pourtant c'est un numéro 10 de base. Là on a les comparaisons en termes d'expected goals et de buts inscrits. Et c'est clairement le seul milieu de terrain, s'il venait à rejoindre l'Olympique de Marseille, qui a sous-performé sur les dernières saisons. Oui, parce qu'en fait, comme tu l'as dit, ça reste un 10, mais c'est pas forcément le 10 qui va jouer juste derrière l'attaquant et très proche de la surface, très proche du but. En fait, même quand il n'est pas dans le double pivot, même quand il joue en position de 10, c'est un joueur qui va décrocher énormément et qui va venir chercher les ballons très très bas. Et donc forcément, en contrepartie, c'est pas un joueur qui va très souvent finir dans la surface ou même entrer de surface pour frapper. Donc y a aussi cette absence au niveau bah, comme ça se voit sur les expected goals. Mais pour moi, c'est pas vraiment un point faible parce qu'en fait, c'est finalement son profil et son rôle qui veut ça. Par exemple, on parle souvent d'un joueur comme Amin Harit, qui est un peu dans le même profil numéro 10, qui lui est un peu plus proche du but et qui a ce défaut dans le dernier geste, dans le dernier tir. Pour moi, c'est pas vraiment la même chose pour André Gomez. André Gomez, c'est son positionnement qui fait que il est rarement en position de frappe ou dans la surface pour finir les actions. Il est souvent au début de l'action. Exactement, exactement. Par contre, sur les actions à un tir, comme par les passes, encore une fois, il domine face au reste des milieux olympiens. On voit la différence abyssale avec Valentin Rongier. Pour moi, c'est vraiment l'écart entre un joueur qui est très créatif et un joueur qui va plutôt être porté sur la récupération du ballon et vraiment sur l'utilisation du ballon. Si on parle en termes de double pivot, le joueur qui a été le plus utilisé aux côtés d'Højbjerg, bah, c'est Valentin Rongier. Et je pense que tu fais un upgrade conséquent sur les phases avec ballon. Maintenant, est-ce que c'est le cas sur les phases sans ballon? C'est là où la difficulté va se poser. Sur les distances totales avec ballon également, l'écart avec Rongier il est conséquent et je pense que c'est la comparaison qu'on peut faire depuis tout à l'heure. Que ce soit Rabiot, Rongier, Bennacer sur sa saison avec Milan, on est vraiment sur un joueur qui fait progresser le jeu par la passe comme par le dribble. Je pense que le dribble c'est aussi une des qualités qu'on peut mettre en avant parce que c'est un 10 de base. On avait peut-être besoin d'un dribbleur au milieu de terrain, chose qu'on avait normalement avec Ismaël Koné, mais Ismaël Koné ça n'a pas forcément fonctionné. Donc vraiment niveau statistique avec ballon, même les pertes de balles, là ici c'est positif le fait qu'il ait moins de pertes de balles que les autres. C'est le milieu qui perd le moins de balles sur sa dernière saison complète par rapport aux dernières saisons complètes de nos Olympiens. On peut également prendre le reste des statistiques. Moi j'ai sélectionné en fait les statistiques fortes via FBref de notre ami Angel Gomez. Et en fait c'est un joueur qui brille encore une fois par sa créativité, par sa passe, par la passe. Voilà, il excelle dans le domaine des passes réussies, dans le domaine des passes reçues. On est sur une comparaison en termes de milieu qui joue à son poste, enfin de milieu en Europe dans les 5 grands championnats européens par rapport à lui et où il se classe. Et on voit qu'il est dans les 20 premiers centiles dans toutes les stats que j'ai sélectionnées. Et c'est en fait uniquement que des passes avec ballon. Et en résumé, enfin, je me répète depuis tout à l'heure, mais c'est les statistiques qui appuient ce qu'on dit de son profil. On est vraiment sur
le petit joueur, le joueur petite taille, très technique, ça c'est des profils que t'apprécies ou pas, Samy? Oui, moi j'apprécie énormément on ne peut qu'apprécier ce genre de profil. Il a un profil très atypique, effectivement, il fait 1m68, moins d'1m70, mais justement il arrive à garder le ballon sous pression. Toute proportion gardée, parfois il me fait un peu penser à Marco Verratti. C'est-à-dire Ouais, quand il petit est centre de gravité, tu vois. petit centre de gravité, et quand il a une pression, t'as l'impression qu'il va perdre le ballon, mais il le perd jamais. Mm. André Gomes me donne énormément cette impression-là. Quand il est dos au jeu, même face à des grands gaillards, il va pouvoir réussir à garder le ballon déjà, et derrière à éliminer très rapidement, parce qu'il a ce centre de, comme tu l'avais dit, ce centre de gravité très bas, qui lui permet de, une fois qu'il s'est retourné, sur un coup de rein, sur une vivacité très rapide, d'éliminer très rapidement, et derrière de se projeter balle au pied, comme tu l'as dit, c'est un joueur qui excelle dans les distances parcourues avec ballon, et comme on le voit également, une justesse technique. Il fait partie des joueurs qui ratent le moins de contrôle, le moins de perte de balle avec ballon. Par exemple, un joueur comme Valentin Rongier, qu'on a vu souvent parfois sur des contrôles ratés, sur des Ouais, relances du ouais. gardien ou du défenseur, des contrôles ratés, c'est quelque chose qu'on voit rarement, voire même jamais avec Ansel Gomez. Donc il y a une vraie, il y a un vrai apport là-dessus aussi. Et en somme, ça colle aussi avec les profils qui ont été pistés par l'OM ces derniers mois dans le double pivot. On parlait de Fadjoli, qui est un peu aussi cette sorte de meneur de jeu en retrait. Benasser, qui avec ballon peut être cette sorte de meneur de jeu en retrait. Et donc je pense que des arbitres dans sa tête, il y avait vraiment la nécessité d'amener un joueur qui apportait une plus-value avec ballon en phase de possession dans le premier tiers de terrain. On peut prendre par exemple ces dernières équipes, Brighton, on sait qu'il y a eu un double pivot à un moment entre McAllister et Caicedo. On avait justement Caicedo qui a un profil aussi un peu complet mais plus défensif, et McAllister qui est un peu ce meneur de jeu en retrait, vraiment avoir un organisateur depuis l'arrière. Autre exemple, on peut prendre Manuel Locatelli à Sassuolo, qu'il a d'ailleurs voulu ramener à l'OM l'été dernier, mais ça s'est pas fait parce que finalement le Juventus voulait le conserver, qui a aussi ce profil élégant, on va dire technique. Bon, physiquement c'est pas la même chose, puisque Locatelli je crois qu'il fait plus d'1m80, mais voilà, il a besoin quand même la plupart du temps d'avoir ce profil technique dans son double pivot. Un mec qui a un peu plus un point de fixation. On peut penser par exemple à un Kondogbia au début de saison dernière, on peut penser à Højbjerg. Vraiment un mec qui bouge pas dans son double pivot, et un mec qui va un peu plus se projeter, même s'il va avoir son importance au niveau de la première phase. On a parlé de ses qualités, Angel Gomez. Maintenant, ses qualités provoquent aussi ses défauts. C'est-à-dire que on a parlé du petit centre de gravité, le fait qu'il était petite taille et que ça lui permettait d'avoir une certaine aisance avec ballon et de pas perdre de balle. Oui, bon, bah ça a une conséquence quand même, notamment sur les statistiques défensives, et surtout sur sa contribution défensive. Moi, je vais te dire la vérité, Samuel, je sais pas ce que t'en as pensé. Je sais que t'as regardé pas mal de matchs. Moi, par exemple, sur sa saison 22-23 où il est dans le double pivot, je pense notamment au match contre Montpellier. On voit tout de suite que sur les phases sans ballon en transition défensive, il sert pas à grand chose s'il va pas presser, s'il n'y a pas une récupération qui se fait sur les 8 premières secondes de la possession adverse. Oui, et c'est là qu'on voit la pertinence d'avoir, comme on l'a dit, à côté de lui, toujours dans le double pivot, un profil très travailleur, un besogneux, un joueur qui va aller chercher les ballons dans les pieds. Benjamin André, c'est le profil par excellence, c'est quelqu'un qui excelle là-dedans. Valentin Rongier, même si peut-être qu'il va pas être amené à jouer avec lui, Højbjerg également. Donc finalement, c'est aussi compensé par le mec qui sera à côté de lui. Et c'est pour ça que pour moi il y a un vrai équilibre. Quand tu joues avec un double pivot Rongier, Højbjerg, tu vas avoir deux joueurs qui vont récupérer énormément de ballons, mais tu n'auras pas les qualités de Angel Gomez. Alors quand tu joues par exemple comme ça va sûrement nous arriver avec Højbjerg, Angel Gomez, tu auras Højbjerg qui va récupérer énormément de ballons, beaucoup moins chez Angel Gomez, mais qui lui va beaucoup plus créer, comme on l'a vu avec toutes ses qualités. Donc finalement, ces défauts, je pense, ne sont pas si pénalisants que ça, en tout cas dans l'utilisation qu'on va en faire. Après, si on l'utilise pour récupérer des ballons, et que là, ça va être un peu plus compliqué, mais ça sera pas le cas. Là, on est encore sur des statistiques par centile. Quand vous voyez 20 pour les buts, il a pas mis 20 buts, c'est juste que par rapport aux autres milieux en Europe à son poste, il est dans le 80e centile, quoi. Il y a 80% des milieux en Europe qui font mieux que lui au niveau des buts, 97% qui font mieux que lui au niveau des tacles, voire 98% pour les tacles réussis. En fait, c'est un milieu qui vraiment, sur la phase défensive, statistiquement, est un des pires milieux à son poste, ou fait partie des pires milieux. Donc c'est là où je parlais de profil déséquilibré tout à l'heure, notamment sur la phase défensive. C'est que pour moi, en termes de récupération, en fait, c'est comme si tu joues... c'est comme si tu jouais à 10, mais en fait, t'as un joueur qui a un gros apport avec ballon, et sans ballon, c'est un peu plus compliqué. Et c'est là où on peut imaginer qu'un LOSC, qui est certes une équipe qui était dominante sur Paulo Fonseca, avait quand même besoin de garantie sur
sur les phases sans ballon, parce que même l'OM, on prend l'OM au début de saison, on se rappelle, on avait eu énormément de problèmes sur la phase de transition défensive, on se faisait énormément ouvrir, et est-ce qu'aujourd'hui tu peux te permettre de jouer avec Angel Gomez double pivot quand il a ce genre de statistiques défensives, là où on sait que justement un Rongier qui a un profil un peu plus défensif, t'as un peu sauvé ta saison à un moment. Après, ça dépend sur des séquences, oui, ponctuellement. C'est-à-dire sur des matchs où tu vas jouer contre des lanternes rouges et des équipes bien plus faibles. Là, tu pourras te permettre de sacrifier, comme tu l'as dit, un joueur en moins, joueur à 10, sacrifier un double pivot, un joueur récupérateur en moins, pour mettre dans ton double pivot un joueur comme Gomez qui va, on va dire, laisser ce genre de tâches. Alors après, quand tu vas jouer contre le PSG ou contre des équipes un peu plus huppées, forcément, tu auras besoin de beaucoup plus de travail à la récupération, dans le duel également, parce qu'il a un profil physique qui le dépend beaucoup là-dessus. Et donc là, peut-être que ça sera beaucoup plus pertinent d'aligner un double pivot, Hébert Rongier, Hébert Benasser. En tout cas, on a vu également autre défaillance, c'est plutôt au niveau du dernier tiers en termes de buts inscrits, en termes de buts qui ne sont pas inscrits sur penalty, et le rapport but expected goals qu'on avait déjà souligné tout à l'heure. Bref, difficulté un peu aussi dans le dernier tiers pour être décisif, en tout cas ça c'est sur sa saison 23-24. Je sais que 22-23 ça avait l'air un peu mieux. Moi il y a un autre point positif que je vais noter sur Angel Gomez, en somme si on doit dire ce que les éléments statistiques nous montrent et ce que nos observations nous montrent avant de se concentrer sur quelques séquences. Gros apport avec ballon, gros apport technique, peu de perte de balles, force sous pression, ça fit parfaitement avec Roberto De Zerbi dans le prototype. Capacité à jouer numéro 10, capacité à jouer double pivot, mais des lacunes défensives, notamment au niveau des récupérations, notamment au niveau des interceptions. Moi, je voulais souligner une autre qualité, je pense qu'elle est quand même considérable quand on connaît les difficultés de l'OM ces derniers temps dans le domaine, c'est les coups de pied arrêtés. Bon tireur de penalty, très bon tireur de corner. Il apporte énormément de danger sur les corners. Bon, il va falloir ramener des joueurs qui mettent la tête. De coup franc, coup franc en direct. C'est ça, c'est ça. Même jeu court, jeu long avec la passe, c'est assez bon. Bref, on a un joueur qui a quand même des vraies qualités avec ballon et qu'il faut souligner. Samy, je vais te proposer de compléter tes analyses, de compléter nos analyses avec des séquences que tu as sélectionnées et que tu vas nous présenter. Alors oui, plusieurs séquences pour voir son apport. Alors une première séquence où on va voir son apport pour justement, je parlais tout à l'heure de soulager son équipe à la relance, et il le fait en fait de différentes manières. Donc déjà premièrement, toujours un joueur très volontaire qui demande le ballon dans les pieds. On voit qu'il est pressé mais il se cache jamais, il n'a pas peur de demander le ballon. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant. On le voit ici demander le ballon à Lenny Yoro à la relance. Et ensuite on voit que directement épaule vers l'avant, il se met de trois quarts. Déjà il se met en position pour regarder vers l'avant et s'offrir une solution de passe. Et ça c'est quelque chose qui revient beaucoup dans son body language. C'est cette faculté à se mettre très rapidement les épaules vers l'avant. C'est aussi l'ancien 10 qui parle. Ouais. Et donc ça, c'est aussi le bénéfice d'avoir un ancien 10 qui joue dans une position plus reculée. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir sur plusieurs séquences, et c'est vraiment très marquant chez lui. Et en fait, ça lui permet derrière, cette faculté à se retourner très vite et dans le bon sens et avec les épaules du bon côté, ça lui permet de s'offrir à chaque fois plusieurs solutions de passe. On voit que là il y a 3 joueurs autour de lui, mais juste avec le geste qu'il a réussi à faire, c'est l'idée de faire progresser le jeu, quoi. C'est l'idée de faire progresser le jeu, mais surtout il peut s'offrir plusieurs solutions de passe, et ça c'est vraiment un luxe, surtout quand on sait les difficultés qu'a eu l'Olympique de Marseille cette année avec Roberto De Zerbi. Il peut s'offrir des solutions de passe courtes, des solutions de passe un peu plus longues, et ça pour un bloc équipe c'est quelque chose qui soulage et qui rassure énormément d'avoir un joueur comme ça. Exactement, la volonté de faire progresser le jeu vers l'avant. Ouais, on le voit tout de suite. Moi, j'ai vu aussi sur pas mal de séquences qui faisaient la différence, notamment sur la première touche, sur la capacité à se retourner, que ce soit par le dribble ou par la passe. Samy, autre séquence que tu as sélectionnée cette fois-ci, c'est face au Paris Saint-Germain. C'est un match de quelle saison? C'est celui de cette année ou Alors ça c'est la saison dernière, okay. Donc le match aller, et qui s'était soldé par un match nul. Et là pareil, toujours dans cette optique de soulager la relance, c'est un joueur très intelligent dans ce déplacement. Il va toujours chercher en fait à fuir. Comme le disait d'ailleurs Hughes dans la vidéo de présentation qu'il a faite, à fuir en fait le pressing adverse. Donc là on le voit dans cette position là, et dans la séquence juste après, on va voir qu'il va chercher à sortir du marquage pour recevoir le ballon. Là il est là, Fabien Ruiz est là pour le couvrir, et en fait il va se mettre juste derrière lui pour ne plus être dans son champ de vision,
et recevoir le ballon d'une manière un peu plus confortable. Et donc là, directement, Benjamin André va pouvoir le servir en étant très à l'aise. Et une fois qu'il a reçu le ballon, là, pareil, comme je le disais tout à l'heure, l'ancien 10 qui parle, faculté à éliminer très rapidement. Là, on part sur un petit pont, donc c'est du football régal. Et derrière, Tipon, il élimine très rapidement et là il a un champ il peut faire progresser, il peut percuter, ou bien il peut ouvrir sur une passe longue, ou bien il peut jouer. Il a cette capacité à jouer long, c'est vrai. Il a cette capacité à jouer long, donc en fait finalement ce qu'il fait à chaque fois, ça lui permet derrière, comme on l'a vu sur la séquence précédente, de s'ouvrir plusieurs solutions, et ça dans la diversité de jeu, dans la micro-tactique qu'affectionne énormément Roberto De Zerbi, c'est pour moi un luxe. Ouais, on peut passer à la prochaine séquence du coup, Samy. Voilà, prochaine séquence contre Monaco, donc on voit quand même qu'on est quand même sur des adversaires de référence de notre championnat où il brille, toujours dans cette optique de soulager la relance, donc toujours un joueur très volontaire qui se cache pas, qui demande le ballon. Là on voit Diakité qui va relancer sur lui, il se débrouille tout le temps pour ne pas être pressé par un défenseur ou un milieu adverse, et là pareil, se retourner très rapidement et pouvoir jouer sur le double pivot qui va jouer avec lui. Et donc là, ça paraît anodin, mais ça soulage énormément une défense. Et surtout, là, on a avancé de 5-10 mètres sans être pressé, sans être inquiété. Et pour moi, c'est un vrai bel apport là-dessus. Ouais, en plus, sur des phases de relance et des structures à la relance sur les sorties de balle qui ressemblent à celles de De Zerbi, avec le 9 qui vient décrocher au même endroit que le 10. Le double pivot, c'est aussi un point commun entre Fonseca et Roberto De Zerbi. Autre séquence, cette fois-ci face à l'Olympique Lyonnais. Tu as parlé du fait qu'on avait on avait beaucoup de séquences dans les gros matchs. Ouais. On est aussi sur une phase de sortie de balle, et finalement, en fait, c'est un joueur qui est très important dans le premier tir du terrain, lorsqu'il est dans le double pivot. Oui, très important, et surtout tout à l'heure, je parlais de compléter les qualités de nos joueurs actuels. On a beaucoup parlé du double pivot. J'aimerais aussi parler de l'attaquant de pointe. Parce que ça, c'est une séquence qui me fait penser énormément à ce que fait l'OM. Parfois, on a vu, notamment sur la deuxième partie de saison, Leonardo Balerdi prendre un peu le large à la relance et jouer directement sur Amine Gouiri qui venait décrocher très bas. Et là, c'est pareil. On voit Diakité qui prend un peu le large, le temps que David fasse son appel. On a André Gomes qui est toujours présent là, qui va suivre l'action. La remise de David directement sur André Gomes. Ouais, et là, tu parlais tout à l'heure. Exactement, le troisième homme. Tu parlais tout à l'heure de justesse technique. Ouais. Il a cette faculté à chaque fois, une fois qu'il a reçu la remise, voir très rapidement ce qui se passe autour de lui pour savoir quand il va recevoir le ballon, ce qu'il va en faire. Et donc là, cette faculté directement à jouer en une touche. Il va jouer en une touche ici sur Haraldson. Et en fait, ça, c'est vraiment très important sur Roberto De Zerbi, parce qu'on sait, on en a énormément parlé cette saison, les espaces, le décalage qui se crée. Parfois ça se joue sur une fraction de seconde, et si tu ne profites pas de cette fraction de seconde pour rentrer dans le décalage, rentrer dans l'espace, t'es mort, parce que derrière l'équipe elle s'est replacée. Et avec André Gomes, un joueur très juste qui peut jouer en une touche, pour moi c'est un luxe. Et surtout avec Amine Gouiri, je pense qu'il va se régaler, parce que c'est un joueur qui aime combiner, Amine Gouiri qui aime décrocher énormément, et je pense qu'on va avoir ce genre de séquence qui va se répéter aussi. Donc là, c'était pour les sorties de balles. On a également des sorties de balles où, là aussi, je l'ai dit, profiter de la fraction de seconde où l'adversaire va laisser un décalage pour en profiter. Il a cette faculté, toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, à se mettre de 3/4. Et là, on va voir qu'il va jouer en une touche sur une relance. Et c'est quelque chose que j'ai peu vu cette saison. Il fluidifie le jeu. Je vois parfois Rongier essayer de le faire, mais on a eu énormément de pertes de balles, notamment sur la deuxième partie de saison. Il va jouer en une touche directement sur Cabella, le numéro 10. On peut dupliquer ça à l'OM. Rabiot dans une position de numéro 10 très libre, qui se déplace énormément, qui vient chercher les ballons. Donc André Gomes dans le double pivot, qui peut jouer directement sur Rabiot en une touche. C'est quelque chose qu'on peut voir également à l'OM. Là pour moi je le mettrais plus en position de 10 dans le système, parce que je pense que le double pivot est là sur le système de Lille, à moins que ce soit le latéral gauche qui soit rentré à l'intérieur. Mais je pense que là on est plus avec le latéral gauche, le latéral droit, les deux centraux, le double pivot, et lui décroche justement en tant que 10. Après peut-être que c'était pas Jonathan David sur ce match qui joue en tant que numéro 9. Mais en tout cas, alors il est là, Jonathan David. Mais oui, en tout cas, au cœur du jeu, dans un carré au milieu de terrain, c'est que De Zerbi utilise un carré, que ce soit pour son 3-4-2-1, ou que ce soit pour un 4-2-3-1 aussi, ça se transforme en carré sur les phases de relance. Tu vois que tu as éliminé quasiment 5 joueurs, la moitié de l'équipe adverse sur une seule passe. Grâce à sa justesse technique. Autre match, je crois que c'est face au Paris Saint-Germain, ce match-là je me rappelle. Ouais.
C'est un match où le LOSC mène 2-1, je crois, et après le LOSC 3-2 même. 3-2. 4-3 avec un but, un coup franc de Messi, je crois, c'était l'année où en plus si le PSG perdait, nous on avait quelque chose à jouer. Ouais, c'est exactement une semaine avant le Classico au Vélodrome. Moi j'ai aimé également, on a beaucoup parlé de sa qualité dans le double pivot, mais également on en revient au numéro 10, sa capacité à être touché dans les zones chaudes, et là on le voit toujours très rapidement. Donc déjà on le voit à chaque fois, il cherche à se sortir du marquage, il fuit énormément le duel et le pressing tout simplement. Donc là on le voit, il est servi très rapidement et on va voir sur la séquence, là c'est Fabien Ruiz. Et on voit, il se met en position de frappe, il feinte et il va clairement le mélanger en fait parce que Fabien Ruiz, là on le voit, il est vraiment aux fraises et derrière il va décocher son frappe qui va être cadré en plus. Donc c'est vraiment cette capacité à être touché dans les zones chaudes grâce à son intelligence, sa capacité à se sortir de la couverture adverse et également derrière à découpiller très vite par le dribble très explosif et pouvoir se mettre en position de frappe. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant avec lui. Pareil sur cette séquence qui s'est révélée être un peu plus fructueuse puisqu'il a marqué, faire l'appel très rapidement en position numéro 10, se mettre en position de frappe très rapidement là aussi, et frapper et pouvoir marquer. Et également une séquence qui m'a fait penser énormément à ce qu'on a vu de la part de l'Olympique de Marseille cette saison. Donc cette capacité à évoluer dans la densité et à la manière d'un Greenwood qu'on a vu parfois trouver des angles de frappe parfois impossibles et cadrer et même marquer cette saison, il est aussi capable de faire ça comme Greenwood, c'est-à-dire là on voit que c'est un peu un angle fermé, il n'y a pas de solution, on sait pas quoi faire, et il est capable derrière de découpiller très vite, se mettre en position de frappe, s'ouvrir l'angle de frappe, et derrière pouvoir frapper très rapidement. C'est une frappe qui va finir par être cadrée et qui va finir en corner, donc ça c'est aussi amener une solution dans la densité. On sait que Greenwood est capable de le faire, il a fait des exploits cette saison là-dessus. André Gomes va pouvoir apporter sa touche là-dessus aussi. Ouais, créatif, peut être aussi dangereux. Vraiment, en fait, les qualités qu'on a décrites avec le profil statistique d'Angel Gomes, il te reste encore quelques séquences. Samy, que tu veux nous présenter. Toujours le match contre Montpellier. Oui, toujours le match contre Montpellier. J'ai beaucoup utilisé le terme soulagé. Pour moi, c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit à chaque fois avec lui. Donc là, pareil, on a un joueur, je crois que c'est Bamba qui va recevoir la passe de Diakité. Bamba peut jouer et là, en l'occurrence, il jouait dans le double pivot contre Montpellier, si je me trompe pas. Donc là, il s'appuie sur André Gomes dans le double pivot. Et c'est cette capacité à contrôler le ballon très rapidement et jouer en une touche directement derrière pour ressortir vers Diakité. On voit que là il a contrôlé le ballon de pied gauche et il a fait sa remise pied droit. Donc derrière tu permets aussi à Diakité de prendre le large parce que tu as éliminé un joueur. Donc c'est vraiment cette capacité à soulager et les joueurs qui sont devant lui à travers l'ailier gauche, on a vu avec Bamba, et derrière Diakité pour lui offrir le champ libre derrière. En somme, on a un profil qui est vraiment adapté au football de Roberto De Zerbi, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Techniquement, avec ballon, on est vraiment sur l'archétype du joueur que Roberto De Zerbi veut pour son milieu de terrain. Alors il y a les défauts qu'on a soulignés, notamment sur tout ce qui est récupération. Bon, on peut pas avoir que des Højbjerg au milieu de terrain très complet, mais je pense que justement il va exceller dans des domaines où nos milieux de terrain actuels n'excellent pas. On va juste voir sur DataMB les statistiques comparatives de nos milieux de terrain. On voit qu'avec Højbjerg qui est actuellement en vert, on a un profil qui est plutôt complet, que ce soit avec ou sans ballon, même si en termes de course, c'est pas le joueur qui va en effectuer le plus. Le Rabiot là va en effectuer un peu plus. On voit que Rongier a un profil beaucoup plus axé sur la défense avec notamment un centile très haut au niveau des actions défensives. Mais voilà, Højbjerg, que ce soit par la passe, les passes progressives, les passes clés, les passes vers l'avant, c'est quand même le joueur qui rend le plus satisfaction à ce niveau-là. Là où Rongier, bon, qui joue dans un registre un peu plus, on va dire, de passes travailleurs, des passes qui sécurisent, des passes qu'on peut qualifier souvent de passes stériles, mais on travaille un peu plus pour trouver le décalage. Après, c'est pas lui qui va faire la différence par la passe. Bah justement, c'est là où va être intéressant le profil d'Angel Gomes, parce que lui, justement, il va répondre à ses critères au niveau des passes clés et des passes progressives, comme on l'avait dit tout à l'heure. Oui, totalement. Comme je l'ai dit, il complète vraiment ce qu'on a déjà en boutique. Il va permettre d'apporter cette touche technique, cette élimination par la passe, les passes clés, les passes progressives, profiter des décalages laissés par l'adversaire, ce qui nous a beaucoup manqué cette saison. Et donc là-dessus, c'est vraiment un apport qui va être considérable la saison prochaine. Ouais, apport considérable pour l'Olympique de Marseille. On parlait d'apport, on a parlé d'évolution, on a dit que dans le double pivot, il pouvait jouer, on a dit qu'il pouvait également jouer au poste de numéro 10. Alors quel rôle dans cet Olympique de Marseille, Samy? On a fait une composition potentielle pour la saison prochaine. On a mis Noah Lang parce que c'est une des pistes au poste d'ailier gauche, mais vous pouvez mettre Paixão, vous pouvez mettre qui vous voulez, Sancho, Rashford, qui vous voulez.
Voilà. L'OM devrait évoluer en 4-2-3-1. Moi, personnellement, quand j'ai entendu la rumeur, je l'ai tout de suite vu dans le double pivot pour concurrencer notre ami Ismaël Benasser qui devrait rester aux côtés d'un Pierre-Emile Højbjerg, profil un peu plus complet, un peu plus registre défensif et qui va pouvoir apporter par la passe, qui va être important face au bloc bas, notamment tu l'as dit, dans sa capacité à évoluer dans les petits espaces, dans sa capacité à être créatif et à faire avancer le jeu. Mais je le vois aussi bien en doublure de Rabiot, au poste de numéro 10, Angel Gomez. Et puis après, si on parle d'animation, moi je le vois clairement se projeter avec ballon, que ce soit comme ça s'il évolue à gauche de la défense, et on peut imaginer, je sais pas, Murillo ou son remplaçant qui évolue à l'intérieur, et revenir sur un 3-4-2-1, système que De Zerbi a utilisé la plupart du temps avec ballon, à part sur la fin de saison. Mais l'année dernière, quand il commence son 4-2-3-1, c'était ça l'animation du système. On peut également imaginer si c'est pas Medina à gauche, mais quand Quentin-Marlin rentrer dans l'axe, moi je vois pas Medina rentrer dans l'axe au milieu de terrain avec ballon, je vois plutôt venir former une défense à 3. On a mis Medina et Aguerd parce que c'est les deux principales pistes en défense, et Medina ça a l'air plutôt avancé. Et Aguerd, disons que les négociations sont assez avancées. Toi tu le vois comme ça également ou... Oui, je te rejoins là-dessus. C'est très fidèle en fait à ce que aime faire Roberto De Zerbi, c'est-à-dire un entraîneur très adepte de la micro-tactique, des adaptations en fait ponctuelles, du fait de moduler son système. Et là, on peut voir peut-être un Angel Gomez qui sera peut-être un peu plus avancé par rapport à Højbjerg, et un Rabiot en électron libre qui va tourner énormément, qui va peut-être venir décrocher pour chercher les ballons. On a vu tout à l'heure la capacité de Angel Gomez à jouer très rapidement en une touche. Un Murillo qui va peut-être aussi monter pour prendre le champ qui sera laissé par Greenwood, qui va lui peut-être un peu plus rentrer intérieur quand Rabiot aura décroché, et qui lui aussi pourra réceptionner les passes même un Højbjerg plus bas. Gomez. Un Højbjerg on l'a vu quand on est passé en 4-2-3-1, Højbjerg des fois était quasiment troisième central sur des phases de relance. En tout cas, c'est clairement la disposition qu'on a vue, quoi. C'est un Højbjerg beaucoup plus défensif et un milieu un peu plus organisateur. Bon, on l'a pas pu le voir sur la fin de saison parce que Benasser a eu du mal, notamment le match contre Lille, et Valentin Rongier, bon, est pas vraiment le profil pour organiser le jeu. De toute façon, on a eu les preuves sous Sampaoli et sous Igor Tudor. C'était justement le joueur qui faisait le rôle d'Højbjerg, sauf que maintenant on a Højbjerg. Moi, c'est ce que je vois, personnellement. Je vois un Højbjerg vraiment 6. Bon, les deux qui sont importants sur les phases de relance, et on va avoir Rabiot et Guiri qui vont venir comme ça pour venir créer le carré de Roberto De Zerbi. Moi, ce que j'aime bien en tout cas, c'est que vraiment au niveau du carré, on a que des joueurs techniquement qui sont très fiables, que ce soit Guiri en tant que numéro 9, qui est quasiment un 10 pour moi lorsqu'il a la balle dans les pieds, Rabiot, et t'aurais vraiment des joueurs très forts techniquement, là où par exemple lorsqu'on a joué contre Lille sur la phase retour, Benasser a été un peu moins bon. Rongier aussi a pas été, il a fait une bonne entrée, mais techniquement, bon, il permettait pas de faire la même chose qu'un Benasser en théorie. Mais moi, je trouve ça pas mal dans le sens où on va vraiment gagner en termes de qualité technique. Gagner, on va pas perdre. Justesse, ouais. Quand Benasser va sortir, en fait, on va pas se dire on va faire entrer un bourrin au milieu de terrain ou un mec qui a pas de pied. Et c'est ça qui est vraiment bien avec Angel Gomez. Et c'est pour ça que moi, la conclusion de la vidéo, indépendamment de tous les doutes qu'on peut avoir au niveau de la situation contractuelle qu'il a eue, au niveau du fait que en équipe d'Angleterre il a pu être rappelé, au niveau du fait qu'il arrive à l'âge de 25 ans, je trouve que c'est un très bon coup, que ce soit au poste de numéro 10 ou au poste de milieu de terrain. On l'a vu par les qualités qu'il apporte, surtout les qualités en phase de possession. Alors oui, il y a des défauts, mais tu peux pas le voir un joueur parfait avec un gabarit comme ça. Il est obligé d'avoir des défauts qui sont liés au duel. On l'a dit, il perd énormément de duels et il en dispute très peu aussi, parce qu'il n'a pas le gabarit. Mais moi personnellement, si je devais noter ce recrutement, je mettrais un 7 sur 10, voire un 8 sur 10. Tu récupères un international anglais, un mec qui a des références avec Lille, qui a le profil pour évoluer sur Roberto De Zerbi, qui peut jouer à deux postes, 10, double pivot, qui vient vraiment concurrencer Benasser. On peut vraiment parler de concurrence parce que on ramène pas un joueur avec un statut de remplaçant pour moi. Quand tu l'as dit, quand tu as été titulaire à Lille, à l'Olympique de Marseille, tu dois avoir un rôle. Samy, quelle est ta conclusion sur Angel Gomez? Non, mais exactement, j'insiste là-dessus. On est un joueur qui est sur une phase ascendante de sa carrière. Tu l'as dit, il y a quelques mois, il a connu sa première sélection avec la sélection anglaise. Et donc, il va pas se contenter d'un rôle de remplaçant. À 25 ans, quand tu as connu 3 saisons pleines dans un rôle de titulaire indiscutable dans un club qui joue la Ligue des Champions et les premières places du championnat, quand tu arrives à l'Olympique de Marseille, t'aspires à exactement la même chose. Donc pour moi, ça va vraiment élever le niveau de
de la concurrence, et également il va apporter tout ce qu'on n'a pas pour l'instant dans ce double pivot. Si on fait l'analogie avec ce qui avait été fait par les précédents entraîneurs qui jouaient avec un double pivot à l'OM, t'avais souvent des doubles pivots au profil très similaire. Exactement. On pense à la fameuse paire Rongier Verretou. Où il n'y avait pas justement cette dimension créativité. Exactement. Et c'est là que tu vois quand même le step up, c'est que là que tu vas passer quand même sur un double pivot, que ça soit Højbjerg Bennacer ou Højbjerg Ansel Gomez, un double pivot avec deux joueurs très différents, et cette touche de créativité que lui va pouvoir apporter. Ouais, exactement, cette touche de créativité. Si on parle de créatif ces dernières années à l'Olympique de Marseille, on en a eu des créatifs. Tu as cité Jordan Verretou, qui était quand même censé être un joueur porté un peu plus vers l'avant. On a également eu Amin Harit. Je propose une dernière comparaison. Gomez, Verretou, Harit. On a Gomez qui est en jaune-orange, on a Verretou qui est en bleu, et Harit, tous sur leur dernière saison complète à l'OM, donc 23-24 pour Verretou et Harit. Enfin, en fait, les trois sur la saison 23-24, et on remarque que le profil de Gomez et de Harit se ressemble un peu. Mais Gomez va avoir cette capacité à faire progresser un peu plus le ballon. Peut-être aussi parce qu'il joue plus bas sur le terrain. Mais en tout cas, on n'est pas loin du profil de Verretou, avec plus de passes clés et plus de passes plus de passes vers l'avant. Donc voilà, on est vraiment sur un créatif en somme. Merci beaucoup Samy pour ta participation à cette vidéo et pour tes analyses avec les séquences que tu nous as choisies, c'était vraiment très pertinent. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous nous découvrez, on sait que cette vidéo elle est un peu longue, on essaye de vous proposer une analyse complète. Si vous nous écoutez en podcast sur Spotify, abonnez-vous également pour ne rien manquer de nos vidéos, elles sont toutes disponibles en podcast. Et puis n'hésitez pas à nous soutenir sur l'ensemble de nos réseaux sociaux pour suivre l'actualité de l'Olympique de Marseille. On propose toute l'actualité de l'Olympique de Marseille ainsi que l'entièreté de son analyse. Et puis on se dit à la prochaine, et allez l'OM, et merci surtout à Yous, dont vous voyez le logo derrière pour nous avoir prêté ce studio, le boss ultime. Et lui aussi il avait une vidéo sur Angel Gomez, et allez voir son avis, elle est également très pertinente. On se dit à plus, et allez l'OM!